Cette école-là part d'une réflexion qu'on a eue à Sainte-Anne depuis quand même plusieurs années. Notre mission, c'est réinventer l'école. Donc ça fait longtemps qu'à Sainte-Anne, on réfléchit à quel genre d'éducation qu'on peut donner à nos jeunes. Puis chez nous, c'est 4 ans à 19 ans, primaire jusqu'au collégial, pour préparer ces jeunes à une société qu'on ne connaît pas. Donc on a fait beaucoup de changements. On a réfléchi à la pédagogie, intégrer les technologies. Et puis à un moment donné, c'était la mission de Sainte-Anne. En tout cas, puis moi, ma mission personnelle, c'est vraiment de changer l'école. C'est donner du sens. Je n'ai pas été un élève très heureux à l'école, comme bien du monde. Donc, avec ma collègue Isabelle Seneca, j'ai dit, il faut changer l'école, il faut trouver une façon. Donc, on a fait beaucoup de changements. Et puis, on a dit, hey, Isabelle, on sort un bouquin. On sort un bouquin, on veut partager notre expérience, ce qu'on a fait, comment on l'a fait. Et on finit le bouquin en disant, on part à une école. Puis là, on est parti. Donc, elle se rassoit, fait un comité de profs, puis on commence à réfléchir sur un projet de pédagogique. Puis, je rencontre, par hasard, par la bande, une amie qui me dit hey, « il faut que tu rencontres Pierre Thibault ». Donc, je rencontre Pierre chez lui, on ne se connaît pas, on boit un café, puis tout de suite, ça fit, on a une affinité. Il m'invite une semaine après, on ne se connaît pas, à Copenhague, avec son équipe qui me faisait un reportage sur les écoles. Puis à un moment donné, je reviens voir Pierre 6 mois, ou je ne sais pas combien de temps après, en me disant « hey, on construit une école ». Quoi? Ah oui, regarde, j'ai un projet là, ça va marcher, j'ai validé avec mon conseil d'administration, on part une école. Non. En interne, ma collègue Isabelle, avec les profs, on commence à bâtir un projet pédagogique. Et puis avec Pierre, on dit hey, il faut s'inspirer. Il faut s'inspirer, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. On était déjà allé à Copenhague en bois, mais là on va retourner. Donc là j'embarque ma collègue Isabelle, j'embarque 2 membres de mon conseil d'administration, puis on part à 5-6, on va faire l'Islande, on va faire la Hollande, on va faire le Danemark, on va faire plusieurs pays comme ça pour essayer de s'inspirer. Puis on vient dans l'avion, puis déjà Pierre en train de dessiner un avion avec son collègue, des grands traits de ce qu'on avait vu. Puis là c'était clair, on avait une idée. Autant le projet éducatif se bâtissait, puis on savait un petit peu où on s'en allait, puis là on rentre l'école en disant ça c'est l'école qui va nous permettre de vivre notre projet éducatif. Ça c'est la beauté de ce qu'on est en train de réaliser, parce que souvent tu rentres un projet dans un bâtiment, mais c'est rare que tu vas dire j'ai un moteur là, puis je vais faire la carrosserie qui correspond à ce moteur là. Pour faire la conception de cette école-là, on est allé au Danemark, on est allé en Hollande, on est même allé en Islande parce qu'on voulait voir des écoles. Et bien évidemment, l'idée derrière ça, c'est d'avoir un nouveau vocabulaire. Donc, ce qu'on a fait, on est allé dans une école. Une des écoles avait un gradin de ce type-là. Puis ce qu'on a trouvé intéressant, c'était, quand on est arrivé, c'est les parents arrivaient pour une rencontre de parents. Donc, les parents sont arrivés même avant que les enfants sortent. Puis ils sont venus se placer dans le gradin. Puis là, on voyait les enfants qui quittaient, donc ils voyaient un peu l'atmosphère de l'école. Puis c'était très convivial. La directrice arrivait en parlant aux parents qui étaient assis dans le gradin comme ça. Donc, ça permet un échange qui est quand même, là, je dirais, très, très facile. Donc, ça, c'est un exemple d'une école hollandaise. L'acoustique, on l'a vu principalement dans une école au Danemark. On a vu à quel point tout le monde est entré. Bien, qu'est-ce qui se passe ici? Je pourrais vous pointer d'autres éléments qui, bien sûr, c'est pas exactement pareil, mais on a pris des morceaux qu'on a assemblés. La création, ça se fait jamais à partir de rien. Une chose au moins, puis Pierre a contribué beaucoup à tout ce concept du lab école, où là on a dit, ok, effectivement nos écoles, là, puis je caricature pas, pour certaines ça ressemble à des prisons. Il y en a qui sont dans les sous-sols, pas de sonnette, pas d'aération, les murs beiges, t'es pas très motivé par l'école, tu viens t'asseoir 5-6 heures assis sur une chaise encore plus dure que celle-ci, sans technologie en classe. Puis après on dit mais ça marche pas. Donc au moins on s'est aperçu qu'il fallait mettre de l'argent dans les écoles pour les rendre plus intéressantes, pour les rendre plus belles, parce qu'on sait que c'est important. Et moi je dis si vous rentrez les mêmes processus pédagogiques, si vous remontez les mêmes méthodes, ça donne rien. On va avoir des enfants un peu plus heureux, ça va être un peu plus intéressant, mais si la pédagogie ne change pas, puis même le cœur de la pédagogie, même la matière qu'il faut qu'elle évolue, là, si ça évolue pas, on ne va pas loin. Là. Donc il faut absolument, puis Sainte-Anne, c'est le mandat qu'on s'est donné, c'est la mission qu'on s'est donnée. Donc nous, on a, dans le cadre du régime pédagogique, on fait un nouveau projet pédagogique qui est très différent, puis on le rentre et on crée une coquille. Ce qui est important d'aller voir ailleurs, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut prendre dans ça, dans les éléments qu'on voit. Dans mon cas, c'est comme architecte, qu'est-ce qui peut servir la pédagogie? Qu'est-ce qui peut servir? Isabelle
Hugo et les professeurs, toute leur équipe ont développé une nouvelle approche pédagogique. Comment l'espace peut être au service de ça? Alors, c'est pas faire quelque chose de cute là, qu'on veut faire, là. C'est comment l'environnement va permettre à l'enfant de développer toutes ses nouvelles compétences, son savoir-être comme son savoir-faire. Et c'est pour ça que l'école doit avoir des espaces qui, de toutes sortes de façons, si tu veux collaborer, tu ne peux pas collaborer sur ton pupitre unique à côté d'un autre qui est à 1 mètre, puis un autre. C'est pas comme ça qu'on collabore. Tu es autour d'une table, assis. Si on veut faire, c'est pas sur une table non plus comme ça, c'est sur un atelier, on construit des choses. On ne veut pas toujours apprendre sur le même siège de la même façon. Il y a l'interaction, l'odeur, la lumière qui n'est pas là, la vue de la nature. Alors donc, l'espace, je veux dire, est comme, puis les Danois le disent, c'est comme un professeur adjoint, quelqu'un qui aide. L'espace est là pour mettre les gens dans les bonnes dispositions pour être ensemble à échanger, être ensemble à collaborer, ensemble à concevoir quelque chose, manger ensemble, découvrir ensemble. C'est un lieu qui doit favoriser l'épanouissement. La pandémie, on l'a bien dit, il ne faut surtout pas que les enfants soient à la maison à rien faire pendant 2 mois. Vous acceptez en juillet-août qu'ils foutent rien? Puis tout le monde sait que ces 2 mois de vacances, c'était à l'époque, il y a 50 ans, 60 ans, pour que les enfants aillent dans les champs, et on est encore là, et on a encore 2 mois de vacances, où c'est prouvé que pendant ces 2 mois de vacances-là, il y a des pertes d'apprentissage, surtout pour les milieux défavorisés, où il n'y a pas de bouquins, où ils ne vont pas à la bibliothèque, ils ne vont pas au cinéma, etc., etc. 2 mois après, les profs le disent, les 2 premiers mois, on rafraîchit ce qu'on a appris l'année dernière. Donc nous, on a dit, on va commencer l'école le 15 août, pas le 1er août. On est tranquille pour l'instant. Et arrivé à l'automne, on va s'arrêter 2 semaines. On a 2 semaines de vacances à Noël, on a 2 semaines de vacances en février et mars, et on a 1 semaine en avril. Pour ça, on commence un peu plus tôt. C'est la réorganisation scolaire. Les enfants vont avoir 180 jours d'école comme les autres, on fait juste réorganiser la journée. Comme on commence l'école beaucoup plus tard. On dit, les ados, il n'est pas prêt à étudier à 8 h le matin. Là. Cette école-là, certains peuvent dire, elle est flyée. Non, elle s'appuie sur des recherches à chaque fois. On commence le 15 août, on rétrécit l'été un peu pour donner plus de temps de repos. Ils vont commencer la journée plus tard parce que ça suit leur rythme biologique. Et tout est assis sur de la recherche. On a l'occasion dans cette école-là de faire des choses, de repartir à zéro. Page blanche, bâtiment, il sort du sol. Qu'est-ce qu'on fait pour faire? Donc, on a pris le temps de réfléchir pour dire... OK, on va casser les silos là. Maths, français, anglais, géo. Qui travaille comme ça dans une journée? T'as 1 heure. Arrête de faire des finances, Pierre, là. Occupe-toi de ton projet de maison là-bas. Stop, maintenant, il faut que tu fasses 1 heure de marketing. Après, je vais pas finir. Pas grave, sors. Puis après, tu vas te faire évaluer là. OK. Mais personne ne fonctionne comme ça. On le fait à l'école parce qu'il a fallu scolariser des dizaines de milliers de personnes. Puis c'était une structure qui fonctionnait. Mais c'est pas du tout comme ça qu'on devrait fonctionner. C'est la raison pour laquelle dans cette nouvelle école-là, il va y avoir des blocs d'apprentissage multidisciplinaires. Les maths vont s'enseigner avec les sciences. 3 heures. Un prof de maths, un prof de sciences. Puis ce projet de sciences prend 1h30. Au lieu d'1 heure, il va prendre 1h30. Puis on fait un peu moins de maths, puis ils vont se rattraper la semaine d'après ou 2 jours après. Ils vont faire le français et les sciences humaines ensemble. On a tout cassé. Là. Ce projet-là, mais on répond au programme. Les matières rentrent, les connaissances rentrent, mais elles sont faites différemment. Et ça, il y a tout le monde qui peut le faire là. On n'est pas hors la loi, on suit le régime pédagogique, on suit les 25 heures par semaine, on suit les 180 jours par année, mais on a réorganisé. Parce que cette organisation scolaire-là, elle ne tient pas la route, elle ne s'assoit sur aucune recherche. Comme dit, ouais, c'est flyé. Ah ouais? Peux-tu m'expliquer où le fondement scientifique de 2 mois de vacances l'été et de commencer à 8 heures, puis d'avoir un cours derrière l'autre? Ça sert quoi sur quoi? Ça, c'est comme la cafétéria. Attends, toutes les cafétérias dans les écoles, elles servent 1 heure par jour. Puis, la cafétéria, c'est grand, là. Les cafétérias, je sais pas, là, c'est quoi, 10% de la superficie d'une école, là? Elle sert 1 heure par jour. Le reste du temps, c'est vide. Nous, on a dit, la cafétéria, ça va pas être une cafétéria. Ça va être une salle de classe qui va servir 1 heure par jour pour un espace de cafétéria. Donc, la cafétéria elle va être utilisée pendant 1 heure. Puis le reste du temps, ça va être un espace d'apprentissage. Donc, les tables ne sont pas des tables pour manger. Puis les élèves peuvent manger partout chez nous parce qu'on a des gradins partout. Donc, le service alimentaire, il faut qu'il s'adapte. Les ingénieurs, il faut qu'ils s'adaptent. La pédagogie, il faut qu'ils s'adaptent. On a tellement brassé tout le monde dans ce projet-là. Là. Puis au final, les gens disent « Ouais, bah ouais, c'est évident. Ouais.
Mais oui, mais pourquoi tu continues à faire... C'est fou, hein? C'est pas juste, on dit que le secteur éducatif est traditionnel, mais moi, je me suis aperçu qu'en construction, dans d'autres domaines, c'est comme... Aujourd'hui, on regarde la société avec l'idée du développement durable, des changements climatiques et tout ça. Donc, c'est un élément important là, que les enfants doivent être sensibilisés. Donc, Hugo, on a ensemble décidé de dire qu'on faisait une école carboneutre. Hein? Tu as été l'instigateur de dire on va faire un bâtiment qui va consommer le moins d'énergie possible, qui va faire entrer donc la lumière naturelle. On a fait les modélisations. Maintenant, on a des outils pour ça. On est hyper isolé. On a cadre de bois. On a en plus des balcons, en fait, des terrasses extérieures. Les enfants vont pouvoir être en dedans, être dehors. Ce sera la première école carboneutre, mais tu te souviens, Pierre, il a fallu qu'on se batte avec les ingénieurs. Il a fallu que je me batte, que je prenne la décision de dire que... Puis ça, c'était suite à, encore une fois, les inspirations que moi j'avais vues en Suisse, dans une école, où il y avait un bâtiment tout neuf. Puis je disais, hey, comment vous climatisez, comment vous chauffez? Il me dit, non, en Suisse, on n'a pas le droit de climatiser les écoles. Pourquoi? Environnement. Ah, je reviens à Montréal, on travaille avec les ingénieurs, puis qu'un système climatise, je dis, pourquoi on climatise? Pas le choix, pas le choix. Il fait chaud l'été, dans une école. C'est parce quoi l'été? Oui, mais quand même, le réchauffement, ok. Donc votre système, performant, il va faire froid à l'intérieur, vous allez voir. Puis je dis, mais moi, s'il fait 24 à l'intérieur, 23 l'été, puis c'est humidifié, ce serait bien insuffisant. Mais eux, ils voulaient un système de clim top, puis qui refroidisse, puis je dis, mais non. Donc on a décidé de faire chez nous une climatisation partielle par le sol. Donc ça chauffe et ça climatise par le sol, mais ça ne climatisera pas à 18 degrés. Mais je dis, m'en fiche. C'est 22, 23 l'été, puis c'est déshumidifié. Puis si on veut faire quelque chose pour l'environnement, il faut à un moment donné sacrifier quelque chose. Parce que si on dit, moi je veux quand même partir 4 fois en vacances, puis je veux le chalet, puis je veux... J'ai demandé, regarde, il faut qu'on restreigne un peu. Si nous, notre côté, à l'école, on est capable de dire, on est dans un bâtiment, ouais, peut-être que 6 jours dans l'année, il va faire 27 pour avoir un peu chaud. 6 jours dans l'année, là. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette perspective de développement durable. Elle a toujours été présente, puis pas juste pour le bâtiment. Et c'est là où je trouve, où ça va plus loin, on dit, on change l'horaire aussi. Si on permet aux élèves d'arriver progressivement à l'école puis de partir progressivement, bien on permet aussi, à ce moment-là, que les déplacements, on sait que modaux, c'est aujourd'hui quelque chose d'important. Donc, si on change les horaires, on permet que ça soit plus fluide. Donc, c'est une autre chose importante dans le développement. On permet maintenant aux employés d'avoir des horaires flexibles, de pouvoir travailler à la maison, pour faire en sorte que les embouteillages, comme on les a connus, qui sont une demande énergétique énorme, hein, le temps perdu plus l'énergie consommée. Alors, le développement durable, c'est pas juste dans l'école, c'est ce que tu fais aussi en dehors de l'école, ce que tu manges avec la nourriture. Alors, c'est tout ça que l'élève apprend. Puis, effectivement, il va faire un peu chaud une journée, mais on va y expliquer. Il va comprendre que dans les choix globaux qu'il y a eu à faire, on a sacrifié ça pour permettre de ne pas avoir... Alors donc, l'école est aussi permet de comprendre des choses par les choix qui ont été faits de l'aménagement de l'école en soi. Donc, il y a peu d'espace fermé parce qu'on veut favoriser la collaboration. Si on veut instaurer, je dirais, des nouveaux rituels pour sortir de ceux qui sont là, comme tu dis, presque depuis 100 ans, bien, il faut avoir cette vision-là de dire on modifie les choses, on modifie l'environnement, on modifie la pédagogie, puis on fait ça avec des gens qui sont aussi motivés à le faire. Donc, il y a comme une espèce de cercle vertueux qui est ensemble quand on est tous au service de la vie de l'élève. On veut que tout participe à faire en sorte qu'on le mette dans les meilleures conditions.
On comprend qu'il faut intégrer un nouveau vocabulaire. Donc, avec ces nouvelles pratiques de collaboration, on voit des mots, bien sûr, le mot créativité, jeu de logique, robotique, théâtre, territoire, explorer, alimentation, aventure, territoire urbain, leadership, en secondaire 1. Moi, je me rappelle de l'école, chacun était sur sa table, isolé, à écouter un professeur. Là, de les voir ensemble, s'expliquer des choses. Pour expliquer à quelqu'un, ça doit déjà être plus clair dans ton esprit. Donc, alors l'autre explique, se le fait expliquer par des gens qui utilisent les mêmes mots parce qu'ils ont le même âge. Puis l'entraide est là, secondaire 1. C'est ce qu'on a besoin dans la vie, tu vois, des gens qui ont cette difficulté-là, mais tu commences à secondaire 1, tu imagines en secondaire 5, ils parlent d'ici de mise en scène, de devenir des producteurs de boîtes. Donc, la créativité est au cœur du quotidien de l'élève, ce qui n'était pas... Avant, on essayait de mémoriser le plus de choses puis de restituer ce qu'on t'avait appris, la dimension créative, les collaborations qu'on voit ici, là. Je trouve que c'est tellement encourageant. On voit pourquoi l'espace a été créé. L'hypothèque que vous allez payer, c'est pas sur 328 900, c'est sur 328 900 plus les taxes. Puis après ça, il y a comme des impôts pour la maison. Souvent, on a cette conception-là que l'école, pour que ça fonctionne, pour apprendre, il faut que ce soit extrêmement structuré. Les élèves doivent travailler en silence. Par exemple, le cours de mathématiques, de la façon dont on l'a vécu, bien, le prof explique la matière, puis après, il donne la formule et les élèves suivent les recettes. Et on a cette conception-là que, hey, dans une classe, il faut que ça soit tranquille, silencieux, l'élève à la tâche. Alors que quand on amène des approches qui sont collaboratives, ce que ça nous permet de faire, c'est déjà de mettre l'élève devant des situations qui sont plus complexes, qui vont les déstabiliser. C'est des défis. On appelle ça des conflits cognitifs. Puis à partir de ce moment-là, bien, les élèves vraiment n'ont pas le choix de se creuser les méninges, de se mettre au travail, de développer des stratégies, d'aller chercher leurs connaissances antérieures. Puis ils n'ont pas le choix de collaborer, puis je dirais même plus, de contribuer. Et à ce moment-là, c'est extrêmement riche parce qu'on utilise la force d'un groupe, d'une équipe, vraiment pour permettre aux élèves de s'entraider, aussi de se questionner, de consolider ce qu'ils ont appris, parce que de comprendre quelque chose, c'est une chose. D'expliquer ce qu'on a compris, on vient renforcer les apprentissages. Mais pour ça, il faut accepter que dans la classe, ça va se passer différemment. Il faut s'ouvrir à ça, il faut comprendre c'est quoi le but, les objectifs. Puis autour de tout ça, encore une fois, il y a toute une modélisation. C'est quoi la collaboration? Ça s'appelle des savoir-être, ce qu'on appelle les compétences globales. Puis nous, on a intégré ça à notre curriculum. On a un cours qui s'appelle Mentorat 6C, où les élèves vont vivre des ateliers tout au long du premier cycle, où on va leur apprendre là, vraiment de façon explicite comment tu fais ça collaborer, comment tu fais ça résoudre des problèmes, comment tu fais ça communiquer de façon appropriée dans tel ou tel contexte. C'est un choix qu'on a fait, mais c'est drôlement important après pour que tout ça fonctionne et se mette en branle. Alors, le 48 590 $ si on dépense. C'est peut-être plus cher. Donne-moi le moins cher hôtel que tu peux trouver avec Air Canada. 5 $ par mois ou 100 $. Puis c'est combien une réparation de téléphone? Peux-tu juste rechercher ça? Mon nom, c'est Maïté Turgeon. Je suis au Collège Sainte-Anne, secondaire d'Orval, et je suis en secondaire 1. Et je suis arrivée à l'école vers 8h45. Ensuite, j'ai sonné le gong à 9h. On n'a pas de cloche dans l'école. Et le gong, c'est un peu la cloche qu'on a. Elle sonne au début des cours à 9h et ensuite au début des cours après le dîner vers 1h30. Les mardis, mercredis et jeudis matin à 9h, pendant une demi-heure, on a quelque chose qui s'appelle la pratique autonome. Donc, on a une liste de tâches et de devoirs à faire pendant la semaine et on peut les faire à notre rythme. Pour la course, même consigne que pour demain. Super. Bonne pratique autonome. Donc, l'école, on a des classes ouvertes. À peu près chaque endroit dans l'école est une classe ouverte. C'est des endroits collaboratifs où on peut s'installer où qu'on veut. Quand les profs, par exemple, peuvent décider « OK, on sort de la classe et on s'en va dans cette classe ouverte ». Papier rafraîchisseur d'air.
J'avais posé une question à Mme Simard sur un devoir. Et là, je retourne dans la classe. On a des vacances différentes. Par exemple, pendant l'été, ils nous ont expliqué qu'on perd un certain pourcentage de nos apprentissages. Alors, on commence 2-3 semaines plus tôt que les autres. Et pendant l'année, on a des semaines de vacances différentes. Par exemple, en automne, on a 2 semaines de vacances. Et à la semaine de relâche, on a une 2e semaine ajoutée, puis une semaine après Pâques. Je m'en vais au cours de français. C'est dans le local là-bas. Le leçon 6. Non, même pas. Assurément. On va commencer par une vraie remise. À la lumière de ce que vous allez observer, ensuite, on va se lancer dans un 3e feedback, celui du question. Tiens, je mets ça ici. Remis. Là, on va travailler sur des choses qu'on a déjà commencé en maths et on se met dans nos équipes pour un projet de budget. On calcule le budget que la vie. Genre, dans la vie, il y a plein de choses à payer comme les maisons, les assurances, les voitures, les enfants et tout. On doit tout calculer ça. C'est ça, on s'est trompé. Reload ton Excel, voir. Les assurances, tu calcules à peu près, ça dépend de la voiture. Je veux toujours reprocher au système éducatif au Québec que l'enseignement des mathématiques, je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'était un peu déficient. Il y avait beaucoup de mécanique, on utilisait des recettes, donc les enfants pouvaient réussir, avoir des 90, des 100, et pas tout à fait comprendre les mathématiques de manière profonde. Puis ça, on s'en aperçoit plus tard dans la vraie vie. Tu sais, parce que dans la vraie vie, là, on n'applique pas des équations de mathématiques. Là. Dans la vraie vie, c'est quoi? On a des problèmes complexes. Puis là, il faut faire preuve de créativité, utiliser plusieurs concepts de mathématiques, puis les jumeler ensemble pour trouver une solution, disons, créative. Là. Donc, c'est ça, les mathématiques, pour moi. Puis je trouvais que l'enseignement des mathématiques ne nous enseignait pas ça. Mais ce que cette école, Sainte-Anne, secondaire d'Orval, apporte de plus, non seulement le contenu de la matière traditionnelle, fondamentale, mais c'est tout, en tout cas, tout ce qui est les soft skills, on appelle ça les compétences de demain. Puis ceux qui travaillent dans les entreprises, on voit jusqu'à quel point c'est important de développer ces skills, parce que c'est des skills qui vont être très, très utiles dans les carrières futures des enfants, peu importe la carrière qu'ils vont faire. Là. Puis j'espère pour le Québec que d'autres écoles vont regarder ce qu'on fait ici, puis au moins mettre en pratique certaines des composantes de cette école dans leur école, parce que pour moi, c'est le futur. Une école devrait être comme cette école. On peut dire que M. Armazier soit une personne sensible et humaine, car comme je l'ai lu à la page 193, Félix a volé une banane à cause de la faim. Déjà, on apprend les matières de base, comme français, maths et tout ça. Aussi, on a des cours d'entrepreneuriat citoyen. On a des cours d'art, éducation physique, SCR aussi. Et on a le mentorat. Et en mentorat, on apprend les 6 compétences globales. Il y a le courage, communication, collaboration, créativité, pensée critique et citoyenneté. Il y a une équipe dans notre groupe qui a raté ça. OK? Fait qu'il est obligé de recommencer et de changer des choses. OK? Donc, un jeu stratégique, qu'est-ce que ça implique? On a un nouvel atelier découverte et on fait logique et informatique. On doit créer un jeu de société. Le carton sur lequel on va jouer. Alexa, elle crée les instructions du jeu. Et moi, je vais créer les jetons. Ça s'appelle BlockSCAD. C'est pour créer des formes en 3D, puis on va les imprimer avec des imprimantes 3D. Ils doivent travailler ensemble pour éliminer toutes les souris sur le plateau.
Ici, en fait, ce qu'on a voulu, c'est pas obliger les enfants à passer par des cages d'issue. Vous vous rappelez, dans nos écoles, on allait dans des lieux fermés pour monter dans les escaliers. Ici, on a une nouvelle stratégie, c'est qu'on a des coursives extérieures à l'école. Donc, les enfants, s'il y a un feu, ils sortent dehors sur les coursives et ils vont rejoindre les escaliers via les coursives extérieures. Ce qui nous permet à l'intérieur d'avoir des escaliers qui sont dégagés. Donc, on n'a pas cet effet de compression, d'être obligé d'aller dans une cage d'escalier fermée pour passer d'un étage à l'autre. Donc, ça crée beaucoup de fluidité et on utilise même les gradins deviennent des escaliers. Donc, la circulation d'un étage à l'autre, c'est jamais le même escalier d'un étage à l'autre. Donc, quand on monte l'escalier, on sait qu'on s'en va à l'autre étage. C'est pas la répétition du même escalier qui se fait sur tous les étages. On voit ici aussi, on a fait qu'il y a des espaces, comme par exemple, on a un atelier qui est sur 2 niveaux. Donc, il y a même un escalier à l'intérieur de l'espace de travail. Donc, il y a des élèves qui sont en haut, qui sont en bas. Donc, on a cette interaction-là. Et ici, c'est un espace qui est dédié à la création. On voit que ça sert pour les arts plastiques, la recherche et tout. Donc, on a voulu donner au local un aspect plus rough. Donc, on voit que la mécanique au plafond est apparente. C'est pas ce qu'on a dans d'autres locaux. Donc, aussi, les hauteurs sont différentes. Donc, on crée à l'intérieur de l'école de la diversité, là. Hein? Il y a une cohérence de l'ensemble, mais cette diversité est là. Donc, on peut aller dans un autre, par exemple, un laboratoire qui n'est pas encore utilisé. On comprend que c'est une autre ici, une autre atmosphère, on travaille. Et on a mis beaucoup d'importance. On regarde, par exemple, là, les rangements sont vides pour le moment, mais ils sont tous en bois. Déjà, le mobilier induit complètement une autre interaction, là. Les jeunes peuvent venir se changer, c'est leur casier. Donc, on a aussi, bien sûr, leur salle d'entraînement et tout. Donc, ce qu'on voit, c'est l'idée que ce soit... On a un peu l'impression d'être dehors, là, hein, dans la salle. Puis on a encore l'acoustique qui est intéressant. Là. Et la piste de course, bien, comme on voit, on peut ouvrir les grandes portes quand il fait chaud. Puis à ce moment-là, là, on est dehors, en dedans. Là. Donc, tous les enfants, tous les matins, vont monter, donc vont arriver devant le grand gradin. Donc, on voit, quand on arrive en haut, le grand effet de transparence. Là. Donc, on voit de part et d'autre. Là. Donc, on le verra on aura l'occasion de le voir avec les élèves. C'est cette grande fluidité-là qui, je pense, étonne. Puis l'acoustique aussi, hein, parce qu'on a une grande absorption. Et c'est ce que j'expliquais. La façon, ensuite, donc, on vient de prendre un escalier qui, lui, est blanc en métal, qui est comme ça. Le prochain escalier, c'est à travers le gradin. Donc, on est dans un espace ouvert, même quand on monte et on descend. Et on verra, on voit l'autre gradin à l'autre étage qui, lui, est différent, qui permet d'accéder à l'autre niveau. Donc, la déambulation entre les étages n'est pas confinée. Donc, ça, je pense que c'est un autre élément parce que souvent, on se rappelle, ces cages d'escalier-là sont des zones de grands échos. Et ce gradin, bien, ça permet plein de choses. Je donne l'exemple de s'asseoir, de faire une présentation. Donc, on a installé aussi, on a pensé à... Il y a des systèmes de rideaux et on a mis ça contigu, comme tout est ouvert, donc pratiquement au rez-de-chaussée. Et c'est pour le mettre attenant avec l'espace pour manger. Mais l'espace pour manger, c'est pas uniquement l'espace pour manger, c'est l'espace pour travailler. Alors, encore là, on a voulu créer de la diversité. Donc, il y a des tables qui sont rondes. Il y en a qui sont avec des bancs, il y en a qui sont avec des chaises. Donc, on peut s'asseoir aussi sur des fauteuils qui sont déplaçables. On a même des bancs en bois ici qui sont intégrés au mobilier. Donc, si on regarde juste la possibilité de position dans laquelle on peut être, dans tout cet espace-là, la diversité est très grande. Je peux être sur le gradin, je peux être ici, je peux être sur des fauteuils, je peux être sur une table arrondie pour être en petits groupes.
Et derrière, on a encore aussi, on verra, c'est plutôt d'un côté des fauteuils, d'un côté des tables. Donc, on a fait ce choix de mobilier. Puis si vous remarquez, on est toujours resté principalement dans le bois, là. Donc, le plafond, c'est des lamelles de bois. Le mobilier est en bois. Puis quand on regarde les couleurs présentes, il n'y a personne. On reste dans ce camailleux. Puis on est allé chercher le vert qu'on voit. On voit que le couvert forestier, puis on le voit plus on monte dans les étages, le couvert forestier est important. Donc, c'est un camailleux, hein? Ça, je pense que c'est vraiment un élément aussi qui participe à créer ce côté apaisant là, qu'on recherchait dans l'école. Ici, il n'y a presque pas. Il y en a quelques classes, là, mais je veux dire, on parle de quoi? Il y a peut-être 6 ou 7 locaux fermés, là. Les autres sont tous ouverts. C'est pour ça qu'on a mis autant d'importance à l'acoustique, là, parce qu'on veut s'assurer que même quand tout est ouvert, on l'a vu tout à l'heure dans le laboratoire, ça amène les enfants, à cause de l'acoustique, à plutôt être en mode on chuchote qu'on parle fort. Tu cries quand ton interlocuteur ne t'entend pas parce que le niveau de bruit autour de lui est très grand. Donc, c'est ça qu'on voit où l'infrastructure est importante. Si on crée les bonnes conditions, tout le monde, tous les jours, pendant tout leur parcours, vont plutôt échanger sur le ton amical. Donc, on a même aussi, on a même planté un arbre dans l'école. Donc, on l'a mis à un endroit stratégique entre deux planchers pour qu'il puisse croître. Puis au-dessus, on a un peu de lumière, donc pour qu'il y ait aussi de la lumière naturelle là, en grande quantité. On voit donc les enfants aussi, tu sais, le niveau de bruit, je pense que c'est intéressant de... Alors, c'est pour ça qu'on voulait les casiers sur les étages, parce que les enfants, on voit, après leur cours, viennent changer les choses, donc c'est proche. Puis on ne voulait pas un endroit fermé pour ces casiers-là. Donc, tout ça, on les a développés aussi. Ça n'existait pas sur le marché, c'était des éléments qu'on a imaginés avec eux. Donc, quand on dit effectivement les espaces ouverts attenants pour travailler, on a même ici la salle des profs. Donc, on voit les professeurs... leur travail, bien sûr, acoustiquement, sont isolés, mais ils voient bien les élèves voient si leur professeur est là. Donc, on marquera. L'idée est beaucoup d'avoir ce genre de tableau qui peut être déplacé, là, parce que quand tu travailles en mode de collaboration dans ces lieux-là, les tableaux comme ça peuvent être utilisés facilement. On voit là, la fluidité, donc il y a des enfants qui sont de l'autre côté, il y en a qui sont de ce côté-ci du gradin. Donc, tu vois, il y en a qui sont en petits groupes ici, il y en a qui sont sur une table haute, des professeurs qui sont dans l'autre. Mais regarde, là, je trouve la canopée tellement incroyable. Moi qui aime les arbres, il me semble que j'aurais été un meilleur élève avec autant de végétation. Même dans la classe conventionnelle, c'est toutes des tables qui peuvent se déplacer. Il y a plus de hauteur. Ceux qui sont derrière ont des tables un peu plus hautes. Apprendre, ça rend heureux. C'est pas pire, ça? Moi aussi, c'est vrai que ça me rend heureux, apprendre. Dans bien des endroits, on a réutilisé ce même mobilier. Il est au-dessus des gradins sur plusieurs étages, mais tu sais, à un moment donné, tu as le goût d'être ailleurs, là. Tu t'assois ici, puis perspective encore sur le fleuve, mais le ciel, là. Hugo, on a visité des écoles ensemble il y a 5-6 ans. À ce moment-là, c'était simplement une idée. On ne savait même pas qu'un jour, il y aurait l'école dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, c'est donc un parcours qu'il faut pour arriver à être dans cette réalité-là. Qu'est-ce qu'une fois dans cette réalité-là, qu'est-ce qui, pour toi, est motivant, stimulant ou qu'est-ce qui... Pour moi, personnellement, déjà, c'est d'avoir été des premiers coups de crayon ensemble. On pense, on invente par rapport à tout ce qu'on avait vu. Puis moi, je pense dans la vie, on n'invente rien. Hein. On s'inspire à droite, à gauche. Puis à un moment donné, puis je disais, j'ai des amis qui visitaient hier. Puis on a commencé par le bois. Ils disent ça vient du Japon. Puis après les cases, ça vient de Copenhague. C'était drôle. Puis il me dit, on a une mécanique au sol ici, chauffée, climatisée au sol. Hop, ça c'est la Suisse. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui est drôle, c'est un ramassis d'idées partout, puis au final, tu t'aperçois que tu es là.
Et c'est vrai, c'est sorti de terre. Chaque fois que j'arrive là, je me dis, hey, c'est quand même impressionnant. Puis de voir des élèves en action, la plus belle réalisation, je pense, oui, le bâtiment est exceptionnel, puis il va permettre de faire beaucoup de choses. C'est que tu vois que les élèves se sont appropriés le milieu. Et tout de suite, Isabelle, la directrice, elle me dit hey, on est tellement plus efficace. Les profs nous disent on est beaucoup plus efficace dans une approche différente. Puis le cœur, c'est quand même la pédagogie. Et ça, c'est très valorisant. Puis on se dit oh, on tient quelque chose là. Donc c'est vraiment, on a toujours pensé le bâtiment au service de la pédagogie. Puis là, on s'aperçoit que OK, ça marche.